بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avec vous, Dr Manal Bouloudnine de l'Université Mohamed Cherif Msadia Sougaras, dans le module d'éthique et de déontologie, unité de découverte destinée aux étudiants de troisième année licence en physique générale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième chapitre de ce cours, dont l'objectif est la présentation des droits et obligations de l'enseignant-chercheur. Donc, l'enseignant-chercheur a un rôle moteur à jouer dans la formation des cadres de la nation et dans la participation au développement socio-économique du pays par la recherche. L'État, en lui permettant d'assumer ses missions, doit le mettre à l'abri du besoin. La sécurité de l'emploi pour l'enseignant-chercheur est garantie par l'État à travers les établissements publics d'enseignement supérieur. De ce fait, la charte d'éthique et de déontologie de l'université algérienne résume les droits de l'enseignant-chercheur comme suit. Commençons par le premier droit, qui est l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la seule base des qualifications universitaires et de l'expérience requise. C'est-à-dire les établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès à la profession d'enseignant-chercheur sur la seule base des qualifications universitaires et de l'expérience requise. Ils doivent prendre toutes les dispositions à même de garantir à l'enseignant-chercheur le droit d'enseigner à l'abri de toute ingérence, dès lors qu'il respecte les principes de l'éthique et de la déontologie. بمعنى على مؤسسات التعليم العالي أن تؤمن التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين على أساس التأهيلات الجامعية والخبرة المشترطة لا غير، وينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات والآداب الجامعية. Deuxième droit, c'est la transparence. Donc toutes les questions concernant la définition et l'administration des programmes d'enseignement, de recherche, d'activités périuniversitaires ainsi que l'allocation de ressources doivent, dans le cadre de la réglementation en vigueur, reposer sur des mécanismes de transparence. أي لابد أن يعتمد في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث والأنشطة شبه الجامعية وتخصيص الموارد في إطار التنظيم المعمول به على آليات شفافة. Troisième droit, c'est le respect et l'efficacité, c'est-à-dire lorsque l'enseignant-chercheur est appelé à exercer des fonctions administratives, il doit répondre aux exigences de respect et d'efficacité. أي يجب أن يستجيب الأستاذ الباحث لجميع مستلزمات الاحترام والنجاعة إذا ما دعي للقيام بوظائف إدارية. Quatrième droit, c'est l'évaluation et l'appréciation du travail de l'enseignant-chercheur. Cela veut dire que l'évaluation et l'appréciation, bien sûr, du travail de l'enseignant-chercheur font partie intégrante du processus d'enseignement et de recherche. L'évaluation doit porter uniquement sur les critères académiques d'appréciation des activités d'enseignement et de recherche et des autres activités professionnelles en relation avec l'université. بمعنى أنه تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث، ولا بد أن يقتصر التقييم على معايير تقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة. Enfin, l'adéquation des conditions de travail et recyclage périodique. Donc, l'enseignant-chercheur bénéficie de conditions de travail adéquates ainsi que des moyens pédagogiques et scientifiques nécessaires qui lui permettent de se consacrer pleinement à ses tâches et de disposer du temps nécessaire pour bénéficier d'une formation permanente et d'un recyclage périodique de ses connaissances. Le traitement octroyé doit être à la mesure de l'importance de cette fonction et par conséquent, celui qui l'exerce revêt dans la société pour la formation de l'élite, tout autant qu'à l'importance des responsabilités de toute nature qui incombent à l'enseignant-chercheur dès son entrée en fonction. أي أنه يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة ومن الوسائل البيداغوجية والعملية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ
لمهامه وكذلك من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر وتجديد دوري لمعلوماته. Exposons maintenant les obligations de l'enseignant-chercheur et commençons par la première obligation. Donc, l'enseignant-chercheur doit être une référence idole. L'enseignant-chercheur doit être une référence idole en termes de compétences, de moralité, d'intégrité et de tolérance. Donc, il doit donner une image digne de l'université. بمعنى أنه يجب على الأستاذ الباحث أن يكون مثالا للكفاءة وحسن الخلق والنزاهة والتسامح وأن يقدم صورة مثالية للجامعة. Deuxième obligation, c'est le respect des principes d'éthique et de déontologie universitaire. Donc, l'enseignant-chercheur est, au même titre que les autres membres de la communauté universitaire, également responsable du respect des principes d'éthique et de déontologie universitaire énoncés ci-dessus. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, agir avec soin, diligence, compétence, intégrité, indépendance, loyauté et bonne foi au mieux des intérêts de l'institution universitaire. إذن على الأستاذ الباحث على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية احترام مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية المذكورة أعلاه، كما يجب عليه أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية وفعالية وكفاءة ونزاهة واستقلالية وأمانة وحسن نية خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها. Troisième obligation, règlement en cas de faute professionnelle de l'enseignant-chercheur. Donc, en cas de faute professionnelle de l'enseignant-chercheur et de comparution devant les instances disciplinaires habilitées, celles-ci peuvent, selon le degré de gravité de la faute et dans le respect des procédures disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur, proposer des sanctions pouvant aller jusqu'à sa déchéance de la qualité d'enseignant universitaire. أي أنه في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنيا ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يمكن هذه الأخيرة حسب درجة خطورة الخطأ المرتكب وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية أن يقرها التنظيم المعمول به أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صفة الأستاذ الباحث الجامعي. Enfin, la responsabilité principale de l'enseignant-chercheur. Donc, la responsabilité principale de l'enseignant-chercheur est d'assurer pleinement ses fonctions universitaires d'enseignant-chercheur. À cet effet, il doit, premièrement, s'efforcer de se conformer à des normes aussi élevées que possible dans son activité professionnelle. Deuxièmement, veiller au respect de la confidentialité du contenu des délibérations et des débats tenus au sein des différentes instances dans lesquelles il siège. Troisièmement, faire preuve de conscience professionnelle dans l'accomplissement de ses tâches. Quatrièmement, contribuer à la dynamisation de la fonction d'évaluation des activités pédagogiques et scientifiques à tous les niveaux. Cinquièmement, consacrer le principe de transparence et celui du droit de recours. Sixièmement, ne pas abuser du pouvoir que lui confère sa profession. Numéro 7, s'abstenir d'utiliser son statut universitaire et d'engager la responsabilité de l'université à des fins purement personnelles. Numéro 8, gérer honnêtement tous les fonds qui lui sont confiés dans le cadre de l'université, d'activités de recherche ou de toute autre activité professionnelle. Numéro 9, préserver sa liberté d'action en tant qu'universitaire. Numéro 10, faire preuve de disponibilité pour accomplir les tâches de sa fonction et être présent au sein des établissements d'enseignement supérieur pour l'exécution de celle-ci. Numéro 11, agir en professionnel de l'éducation en se tenant au courant des innovations, en veillant à l'actualisation constante de l'état de ses connaissances et de ses méthodes d'enseignement et de formation, en pratiquant son auto-évaluation, en faisant preuve de sens critique et d'autonomie et en sachant prendre ses responsabilités. Numéro 12, donc, mener l'enseignement et la recherche en conformité avec les normes éthiques et professionnelles universelles, loin de toute forme de propagande et d'endoctrinement.
L'enseignant-chercheur est ainsi tenu de dispenser un enseignement aussi efficace que de permettre les moyens mis à sa disposition par les établissements d'enseignement supérieur dans un esprit de justice et d'équité vis-à-vis de tous les étudiants sans distinction aucune, en encourageant le libre-échange des idées et en se tenant à leur disposition pour les accompagner. Numéro 13, se garder de toute forme de discrimination en rapport avec le genre, la nationalité, l'appartenance éthique, le statut social, la religion, les opinions politiques, le handicap et la maladie. Numéro 14, exposer clairement les objectifs pédagogiques de ces enseignements et respecter les règles pédagogiques de la progression, périodicité, durée, barème de notation, consultation des copies et réception des étudiants avant validation définitive des notes. Numéro 15, avoir une appréciation la plus objective possible des performances des étudiants. Numéro 16, orienter ses activités d'expertise et de conseil vers des travaux susceptibles d'enrichir ses enseignements, de contribuer à l'avancement de ses recherches ou de participer à son rayonnement en tant qu'universitaire. Numéro 17, fonder ses travaux de recherche sur une quête sincère du savoir avec tout le respect dû au principe de la preuve, à l'impartialité du raisonnement. Numéro 18, respecter le travail d'érudition de ses collègues universitaires et les travaux des étudiants ont crédité les auteurs. Aussi, le plagiat constitue une faute majeure et inexcusable, pouvant conduire à l'exclusion. Numéro 19, contribuer au respect des libertés académiques des autres membres de la communauté universitaire et accepter la confrontation loyale des points de vue différents. Et enfin, faire preuve d'équité et d'impartialité dans l'évaluation professionnelle ou académique de ses collègues. وفي هذا الصدد على الأستاذ الباحث أولاً الاجتهاد من أجل الامتثال ما أمكن للمعايير العليا في ممارسة نشاطه المهني. السهر على احترام سرية مضمون المداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها. التحلي بالضمير المهني أثناء القيام بمهامه. المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات. تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن. عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها إياه مهنيته. الامتناع عن تسخير الجامعة لقضاء أغراض شخصية. التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار الجامعة أو نشاطات البحث أو أي نشاط مهني آخر. صيانة حريته في العمل بوصفه جامعيا. الاستعداد للاطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته. التصرف كمحترف في التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات والسهر على التحيين المتواصل لمعارفه وطرقه في التدريس والتكوين. والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على الحس النقدي والاستقلالية والدراية التامة بتحمل المسؤولية. القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. وبذلك يكون الأستاذ الباحث مطالبا بتقديم تعليم ناجع بقدر ما تسمح به الوسائل التي وفرتها له مؤسسات التعليم العالي، في جو من العدل والإنصاف تجاه جميع الطلبة بدون أي استثناء، مشجعا للتبادلات الحرة للأفكار بينهم ومستعدا لمرافقتهم عند الحاجة. الامتناع عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الديني أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو المرض. تقديم عرض واضح للأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي واحترام قواعد التدرج البيداغوجي من دورات الاختبارات، مدة الامتحانات، سلم التنقيط، مراجعة الوثائق وتصحيحها، استقبال الطلبة قبل ضبط العلامة بصفة نهائية. التمكن من تقييم أداء الطالب أو الطلبة تقييما موضوعيا. توجيه نشاطاته في الخبرة والاستشارة نحو أعمال كفيلة بإثراء مادته التعليمية والمساهمة في إعطاء دفع لأبحاثه. تأسيس بحوثه على رغبة صادقة في المعرفة مع الاحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعية في الاستدلال. احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين وبالطلبة وذكر أسماء المؤلفين
وعليه فإن السرقات العلمية تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد. المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لبقية أعضاء الأسرة الجامعية، والقبول بالمجابهة الشريفة لوجهات النظر على اختلافها. وأخيرا التحلي بالإنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني والأكاديمي لزملائه. Donc avant de clôturer le deuxième chapitre, je vais vous exposer le deuxième atelier. Donc le deuxième atelier dont l'objectif est le développement d'un modèle d'une compétence académique se fonde sur deux parties essentielles. La première est la formation de groupes de travail. La deuxième, c'est le développement d'un modèle d'une compétence académique. Comment développer ce modèle? Premièrement, il faut viser une compétence professionnelle d'un enseignant-chercheur. Exemple, la compétence de diriger un travail, un projet de recherche, d'encadrer les étudiants, d'accompagner les étudiants ou d'enseigner. Deuxièmement, développer cette compétence en se basant sur les droits et les obligations de l'enseignant-chercheur cités dans la charte d'éthique et de déontologie. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.